Bonjour, je suis Laurent Marchand, vous écoutez C'est à savoir, le podcast de Ouest France sur l'actualité. Et aujourd'hui, nous oublions Donald Trump un moment pour parler de l'Ukraine, ou plus précisément pour parler des Ukrainiens, de la façon dont tout un peuple vit la guerre depuis maintenant plus de 4 ans. Nos invités sont deux acteurs de la vie publique ukrainienne, un philosophe, Volodymyr Yermolenko, et Tetiana Ogarkova, journaliste et essayiste, qui anime le Ukraine Crisis Media Center et aide depuis 4 ans de nombreuses troupes de journalistes étrangers à travailler dans une Ukraine en guerre. Depuis le début de la grande invasion russe en février 2022, Volodymyr et Tetiana ont sillonné le pays, se rapprochant souvent de la ligne de front pour apporter de l'aide aux soldats. Cette ligne de front, à dire vrai, elle est un peu partout aujourd'hui en Ukraine. Et le titre qu'ils ont choisi pour raconter ces histoires, justement, le dit très bien. La vie à la lisière, être ukrainien aujourd'hui, publié chez Gallimard. La peur, la confiance, l'amitié, la corruption, on pourrait prendre tous les thèmes possibles pour décrire une société. On les retrouve donc dans cet ouvrage qui aide à comprendre l'incroyable résilience des Ukrainiens face à l'armée russe depuis février 2022. Nous avons rencontré Volodymyr Yermolenko et Tetiana Ogarkova de passage à Paris pour parler justement de cette vie à la lisière. Le sous-titre de ce livre, c'est « Être ukrainien aujourd'hui », mais je pense qu'à travers cet être ukrainien, on essaie aussi de poser la question plus existentielle. Qu'est-ce que ça veut dire la vie à la lisière? Qu'est-ce que ça veut dire être dans une rencontre avec la mort, avec la destruction, avec le néant? On pose toujours cette question du néant et dans ce livre, il y a de façon très très délicate et très très superficielle peut-être, mais il y a un débat avec Sartre et un débat avec toute autre philosophie du XXe siècle qui est fascinée par le néant, par le vide, en pensant que le vide c'est un espace de création, de liberté, et on dit non, le vide, le néant, c'est l'enfer finalement, c'est l'absence de l'être, c'est l'absence des gens, et en fait on doit se battre pour éviter ce vide, pour créer de nouvelles vies, nouvelles existences, et je pense que c'est là le système nerveux de ce livre, c'est de dire que on continue ce combat pour la vie malgré la mort. Voilà. Oui, vous dites d'ailleurs que les Russes veulent détruire la réalité, une sorte de nihilisme intégral en fait, qui n'a rien de séduisant justement. C'est un peu contre cela que vous vouliez écrire? Oui, évidemment, contre ce nihilisme qui cherche à tout détruire, mais j'ajouterais à ce que venait de dire Volodymyr, ce que, oui, évidemment, on pose la question de l'homme, l'Udin, homme-femme, être humain, mais je pense qu'une autre question qui est sous-jacente, on pose la question de la communauté. Parce que ce qui nous intéresse au fond, et une leçon que nous avons tirée de cette guerre, c'est comment une communauté réagit par rapport à cette menace existentielle, et ce qui nous intéresse, en fait, ce sont des liens entre les êtres humains qui sont en train de se forger. Dans plusieurs chapitres, on revient sur ces liens horizontaux qui sont importants, sur le phénomène de la confiance, par exemple, qui, en dépassant les institutions formalisées, qui est une espèce de ciment qui fait marcher toute cette masse humaine et qui est subjective, c'est-à-dire qui ne perd pas. Donc la question de la communauté est brûlante au fond, parce que nous sortons de l'état de la société totalitaire. Il y a quelques décennies seulement, l'Ukraine était un état totalitaire, avec les communautarismes imposés, des communautés artificielles, des kolkhozes et autres. Et là, nous sommes en train de retrouver des communautés qui sauvent parfois le pays, mais qui sont vivantes, qui sont organiques. Il y a beaucoup de métaphores organiques qui reviennent dans notre livre, tel par exemple un être humain qui est comme tel arbre, a des racines, ou telle plante. Et donc comment les communautés des hommes et des femmes réagissent, se soudent les coudes, on peut dire comme ça, sont solidaires, et voilà, comment est-ce que ça devient décisif dans le combat. Mais ça a une histoire d'ailleurs, cet esprit bottom-up, on aurait envie de dire, non? Parce que Maïdan, c'était déjà ça.
Maïdan, c'était déjà ça. Et évidemment, la faiblesse des institutions, c'est une chose historique en Ukraine. L'Ukraine qui était un pays dont l'État était souvent un État des occupants. Évidemment, cette méfiance par rapport à l'État, elle est quelque chose avec quoi on est né, souvent. Et après, ça fait la faiblesse de l'État. Et ça fait la faiblesse de ce pays, mais ça fait aussi sa force. Parce que les gens sont méfiants par rapport à l'État. L'État, c'est jamais quelque chose de très fort. C'est pas un État-providence, c'est pas un État figure paternelle. C'est un État qu'on soigne. Volodymyr a cette métaphore, État est notre bébé. Et donc, mais ce sont les citoyens qui prennent ce rôle d'adulte, mais ils le font pas individuellement. Ils le font en communauté. Et donc, c'est pour ça que je pense que cette dimension collective, mais pas collective dans le sens mécanique imposé, mais dans le sens de la communauté qui telle plante, voilà, et commence à ressurgir de cette terre. Et ce système de s'entraide, ce système de la fraternité, de la sororité est très importante, qui est mentionné dans le livre. Il y a le chapitre consacré à Victoria et Melina. Elle parle au nom de toutes les femmes, par exemple. Et voilà, cette fraternité que nous rencontrons chez les militaires et dans un chapitre on décrit l'histoire d'un combattant français, Jonathan Delporte, qui lui, il combat à côté des Ukrainiens et il se dit frère des Ukrainiens. Donc il est aussi ukrainien parce qu'il combat pour l'Ukraine. Donc voilà, ce sont des communautés organiques qui dépassent des cadres artificiels, nationalités, et voilà. Et c'est très important, c'est très vivant, c'est ça qui, je crois, explique aussi le fait qu'au bout de 4 ans de guerre, on tient encore. Oui, alors justement, il y a bien sûr une part d'ombre, une part sombre, la corruption, des trahisons, mais ce qui nous frappe, vu de l'extérieur, c'est non seulement la résistance du patriotisme ukrainien, mais c'est que, en général, en temps de guerre, l'homme livre souvent, majoritairement, le plus mauvais visage. Et là, on a l'impression que ce qui est dominant, c'est l'inverse. Ce qui est dominant, c'est plus la confiance. Alors qu'en général, en temps de guerre, c'est le marché noir, c'est la délation. Ce sont les pires sentiments qui en général, surdominent. Là, de l'extérieur, on aurait plutôt le sentiment inverse. Est-ce que c'est vrai ? Il ne faut pas idéaliser les Ukrainiens. Donc, c'est un livre, bien sûr, comme Tetiana dit, un exercice de l'admiration pour nos compatriotes, pour notre pays, mais nous ne sommes pas des gens qui idéalisent. Nous ne sommes pas des gens qui disent tous les Ukrainiens sont bons, et voilà. Non, on est très loin de ça. On voit aussi nos problèmes. Donc, je pense que la guerre, il nous montre aussi le plus pire dans la nature humaine et la meilleure part. Le meilleur et le pire. Donc, la guerre est l'extrême douleur, mais aussi l'extrême joie. Parce que on peut dire que la guerre est toujours une transition de la vie à la mort. Et c'est ça qui est le plus tragique. Mais parfois, c'est la transition de la mort à la vie. Comme quoi, on a eu ces événements quand les prisonniers de guerre reviennent en Ukraine, et même si les gens qui ont été considérés comme morts. Et par exemple, on a un certain nombre des gens, y compris des poètes, des écrivains, comme un poète qu'on cite ici, Boris Homeniuk, qui est considéré comme disparu, mais disparu, comment on dit, disparu en action, missing in action. Disparu au combat. Au combat, voilà. Et on ne dit pas qu'il est mort parce qu'on espère toujours qu'il est peut-être un prisonnier, il est peut-être un prisonnier de guerre. Et voilà, donc parfois, c'est l'extrême joie, c'est l'extrême solidarité, c'est l'extrême sentiment de fraternité. Et je pense que cette intensité de la vie, encore une fois, la vie qui se comprenne comme une vie mortelle et fragile, je pense que dans ce moment de l'éclaircissement, en quelque sorte, on voit aussi les choses les plus miraculeuses. Il pourrait ajouter à ces arguments-là un argument politique. On est quand même contre l'idée de dire que toutes les guerres se ressemblent et que la guerre c'est un mal absolu. Cette guerre-là, on garde quand même les positions que c'est une guerre, en tout cas du côté ukrainien, c'est une guerre juste,
Donc, on ne confond pas le noir et le blanc. C'est une guerre de défense, c'est une guerre que l'Ukraine n'a jamais cherchée. C'est une guerre que l'Ukraine n'a jamais provoquée, c'est une guerre qu'on n'a jamais voulu, c'est une guerre qui est venue chez nous. Et donc, si nous nous battons aujourd'hui, c'est pour nous défendre. C'est comme, je citerai ici Arthur Drogne, qui lui, il est cité dans son livre comme poète, mais il vient de sortir son livre d'essai, qui va sans doute être traduit dans d'autres langues. Le titre est Hemingway n'en sait rien. Et donc il explique que voilà, on peut être pacifiste, on est tous pacifistes, on est tous contre la guerre, mais parfois tout simplement on n'a pas de choix parce que qui à notre place ferait la guerre de défense. Et donc voilà, évidemment il y a des profiteurs de guerre, il y a le trafic, il y a la corruption, il y a personne qui est dupe à ce point-là. Justement, quand une grande affaire de corruption éclate, comme ça a été le cas il y a quelques mois, c'est vécu comment ? C'est vécu comme une trahison. Une trahison, il y a le sentiment de la rage et qu'on tombe très bas en fait, parce que le contraste quand il est vécu physiquement au niveau du corps, parce que le dernier scandale de la corruption concernait quoi ? Il concernait le secteur énergétique, la protection du secteur énergétique. Ça veut dire quoi ? Pour tous les citoyens, on n'est pas exceptionnel, on habite comme tout le monde dans les appartements de plusieurs étages, ça veut dire des coupures d'électricité, ça veut dire le manque de chauffage aujourd'hui dans l'appartement de mes parents, par exemple, 3 fois d'affilée, ça veut dire l'absence d'électricité dans notre appartement, ça veut dire qu'on peut pas monter avec l'ascenseur, ça veut dire énormément de choses pour nous concrètement. Apprendre dans ce contexte de l'énervement, parce que quand il dure des mois, c'est vrai que l'être humain s'épuise, voilà, comme disait Maxime Krevtsov dans un fabuleux poème, l'être humain s'épuise comme s'épuise le pain, comme s'épuise l'électricité durant la coupure, etc. Donc voilà, on s'épuise, et là, apprendre que quelqu'un qui s'en profite, et qui va, voilà, au niveau de cynisme, que de se profiter pour telle autre raison individuelle, tant que la vie de toute une collectivité est remise en question, évidemment, ça agace. Mais voilà, les sentiments sont très clairs, très simples. Vous parliez des poètes. Alors, la vie culturelle est d'une intensité hors norme, là aussi. La poésie est partout, jusque sur le front. On a connu ça pendant la guerre 14 aussi, puisque justement, de nombreux écrivains étaient au front. Mais pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette dimension actuellement ? Oui, je pense que la culture, c'est aussi, quand on fait aussi des blagues en Ukraine, c'est pas une superstructure, c'est la structure, c'est-à-dire c'est ce que nous tient, c'est un skeleton dans lequel nous vivons, et c'est aussi la question de sécurité. Donc la résistance ukrainienne, c'est aussi la résistance grâce à la culture, grâce à toute cette somme des chansons, des idées, des poèmes qu'on a dans notre histoire et dans notre présent. Et c'est pour ça que je pense que la culture est aussi une forme de résistance, une forme de dire que, regardez, moi j'existe. D'autant que la Russie veut manifestement la détruire. Oui, bien sûr. Donc on est un peu élargi cogito ergo sum. Je pense qu'on peut dire que je fais des poèmes, donc j'existe. Je fais de la musique, donc j'existe. J'écris des textes, donc j'existe. Donc je pense que c'est aussi cette confirmation de l'existence. Et c'est vrai que beaucoup d'écrivains ukrainiens sont à la ligne de front comme soldats ou comme volontaires comme nous avec Tetiana. Il y a des gens qui ont été tués, donc Tetiana a cité Maxime Krevtsov, qui est un très jeune poète. Il y a des dizaines, des centaines d'autres figures de la culture. Voilà. Vous avez sillonné depuis 4 ans presque toute l'Ukraine. Et le front, vous écrivez, est partout, en fait. Cette lisière, elle est partout et aussi en nous, en fait, non ? Qu'est-ce qui domine quand vous pensez à tous ces multiples voyages, périls pour apporter de l'aide, pour revenir ? Vous êtes approché de la ligne de front un peu partout. Quand on voyage, on prend un peu le rôle de messager, de quelqu'un qui essaie de relier ce qui est en rupture, entre quoi il y a une certaine distance et peut-être une certaine mécompréhension. On a ce sentiment, pourquoi on s'interrogeait, pourquoi
À chaque voyage, on devrait être en dépression pendant des longs jours après le voyage, parce que ce qu'on voit sur la ligne du front, évidemment, ce sont des ruines, des gens privés de tout, des gens qui ont souffert. Et alors, quand nous avons commencé nos voyages en 2022, on a remarqué que chaque voyage, on revient de chaque voyage avec les sentiments plutôt positifs, c'est-à-dire, je dirais pas bêtement positif, enthousiaste, mais avec une certaine motivation. On s'interrogeait pour d'où vient ce sentiment-là, pourquoi il y a cette motivation positive. On a trouvé des éléments de la réponse. Donc les éléments de la réponse, c'est que, en fait, l'être humain, c'est quelqu'un de collectif. Et quand nous voyons l'exemple des gens qui sont plus exposés que nous et qui sont plus courageux que nous, par simple imitation et par le respect que nous devons à tous ces civils et militaires qui restent sur la ligne du front, on est admiratif et on se dit, on est messager, on porte le message depuis l'arrière que voilà, vous n'êtes pas indifférents aux gens qui sont en arrière parce que nous voyageons beaucoup avec des voitures. Quand on apporte une voiture pour laquelle nous avons collecté les fonds avec les donations de 5 euros ou 3 euros ou 1 euro, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière, qui ne sont pas indifférents à ce pauvre soldat qui a besoin d'une voiture sur la ligne du front. Et nous portons cette énergie. Donc nous sommes les messagers qui portons cette énergie positive de l'arrière vers le front. Quand nous faisons le chemin en arrière, du front vers la capitale où nous habitons, ou nous faisons ce chemin vers Paris, où nous parlons aujourd'hui, c'est aussi nous portons ce message-là, que soyons à la hauteur de ceux qui sont à la lisière. Nous portons ce message-là et nous avons toute l'énergie avec nous de ceux et celles que nous avons vus là-bas. Et donc ça donne l'idée de ce qu'on est en train de coller, si on veut dire, coller toutes les communautés ensemble et puis on est des messagers, on porte des messages et on essaie d'élargir un peu le champ de la solidarité, de l'empathie. Voilà. Et c'est peut-être de là que provient cette motivation positive qui nous fait persévérer. Parce qu'évidemment, il y a des moments où on pleure, parce qu'on voit des choses qu'on décrit dans le livre qui sont absolument déplorables. On n'imagine pas comment les gens le font. Mais voilà, on prend toute cette douleur-là et on essaie de la transformer en quelque chose qui puisse peut-être plus servir à ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qu'on décrit dans le livre, comme l'histoire de Mikhailo, il a tout perdu, il n'a rien à faire. Mais on essaie de transformer cette énergie en quelque chose qui servirait à quelque chose. Après 4 ans de guerre, ce qui est très énorme, c'est très long, 4 ans, il y a beaucoup de propagande, bien sûr, sur l'état des forces respectifs. Vous parliez de l'homme s'épuise aussi. Est-ce que la société civile ukrainienne a encore des ressources après 4 ans? Je sais que c'est une question douloureuse, mais c'est la question que tout le monde se pose un peu. Ajouter que c'est 4 ans de la Grande Guerre, mais ça a commencé en 2014 et c'est pas quelque chose de rhétorique parce qu'on a des gens qui font la guerre depuis 2014. On a des soldats qui font la guerre depuis 2014, c'est-à-dire déjà peut-être une grande partie de leur vie est sur la ligne de front. Donc, et je pense que oui, dans le monde spirituel, culturel, parfois l'énergie vient des choses inattendues. Donc c'est pas comme dans un monde matériel où tu as cette loi de conservation de l'énergie, c'est un peu différent. C'est-à-dire que on s'est dit déjà en 2023 qu'on est épuisé, mais maintenant on est en 2026 et on continue. Pourquoi? Parce que finalement on n'a pas de choix. C'est un sentiment. Ce qu'on dit toujours ici, c'est que notre concept de liberté, c'est un peu différent du concept que liberté, c'est juste une capacité de choisir entre ça et ça. Et aujourd'hui, tu choisis ça, demain, tu choisis une autre chose. Liberté, c'est aussi une fidélité à tes choix fondamentaux que tu as fait dans ta vie. Et je pense que c'est ça. Les Ukrainiens ont compris que voilà, on a fait ce choix. C'est un prix qu'on paye. On n'a pas d'autre alternative parce que pour le moment, on peut rien faire avec la Russie et leurs demandes sont finalement les demandes qui vont aboutir à la disparition de l'Ukraine. Donc c'est une sorte de point de vue philosophique, c'est paradoxal. C'est la liberté et fidélité en même temps.
Et j'ajouterais tout simplement que ce qu'il y a une métaphore, une image qui revient souvent dans les pages de ce livre, une image de la renaissance, de la régénérescence et de la passage par la mort. Un sujet qui est important en fait pour la pensée politique européenne et ukrainienne. Le hymne ukrainien dit que l'Ukraine n'est pas encore morte, donc c'est-à-dire le passage par la mort qui engendre parfois la renaissance. Je vous donne un exemple tout à fait concret. Il ne faut pas imaginer cet épuisement comme une chose mécanique, c'est-à-dire que comme une batterie, nous avons 100% au début et au bout de 6 heures, il y a 0. C'est peut-être pas comme ça que marchent les sociétés. Un exemple individuel concret, Yulia Payevskaya-Taira, une personne légendaire en Ukraine qui est citée dans ce livre, mais là je vais citer des choses qui ne sont pas citées dans le livre. Elle était paramédic à Mariupol. Elle a vu le pire enfer possible, elle a vu des bébés, des enfants mourir, elle a essayé de sauver des civils, des militaires, elle était capturée, elle a passé par la captivité, elle était très connue, elle était torturée. Il a des conséquences physiques très graves pour sa santé. Il en a ressorti, les psychologues de formation. Quelque peu après sa libération, elle est devenue poète. Elle est devenue poète. Elle a publié déjà le premier recueil poétique et il est en train d'écrire le deuxième. Il est unstoppable, comme on dit. Donc, en quelque sorte, on dit les gens qui ont passé par le pire, parfois, d'où est-ce qu'elle prend, cette femme, l'énergie de redevenir nouvelle? Ça nous minimise en rien, en fait, voilà, les pertes de ceux et celles qui ne sont plus là pour continuer leur chemin. Malheureusement, nous en connaissons, Maxime Krevtsov, Victoria Milne, les gens qui étaient avec nous, qui n'y sont plus, qui ne pourront plus rien écrire. Mais je pense que la société, c'est un organisme très compliqué et qui a des lois très différentes par rapport à voilà, on est épuisé, on arrête. Non, parfois on se régénère. Je citerai un autre exemple. Cet été, lors de scandales de corruption, de Naboo, etc., on était au bout de force parce que non seulement l'effort de guerre pèse lourdement, mais les gens de notre génération, il faut se battre, il faut faire un Maïdan, on n'en peut plus. Ce qu'on voit dans les rues du Kiev, on voit nos enfants, littéralement, les adolescents, et notre fille d'ailleurs, elle était là aussi, elle avait 16 ans, et les enfants de nos amis, qui sont eux et elles sortis dans la rue pour manifester, ils ont trouvé cette énergie-là de faire la chose absolument positive pour nous. Nous, on était au bout de force, on n'en pouvait plus, mais voilà, ces jeunes-là, ils sont sortis, ils ont manifesté. On sait très bien que Zelensky a retiré ce projet de loi, limitant les responsabilités de Naboo, etc. Donc, c'est-à-dire que à chaque moment, il y a quelque chose qui nous sauve. Donc, il y a parfois cette place à cet échange d'énergie miraculeuse, organique au sein de la société qui nous sauve à chaque moment. Oui, c'est un peu un laboratoire déjà militaire. Le front ukrainien est un laboratoire des nouvelles technologies, des drones et autres. Mais tel que vous en parlez, c'est un peu aussi un laboratoire civil d'une société, non? Oui, parce que on a parlé de la société civile, disons, à l'époque de Maïdan ou à l'époque de Yanukovych comme une force qui fait face à un dictateur, une force aussi qui contrôle le gouvernement, mais pendant la guerre, déjà à partir de 2014, on a eu la société civile qui, en quelque sorte, remplace le gouvernement ou remplace les trous, les vides que l'État a laissés. Parce que Tetiana a déjà parlé que dans la situation, quand l'État est faible, la société doit être forte. Et c'est ça un paradoxe. Et parfois, on peut avoir un autre paradoxe. Quand l'État est fort, la société est faible. Donc, c'est toujours des choses qu'on invite à penser. Qu'est-ce que, par exemple, l'expérience ukrainienne nous donne pour comprendre la démocratie? Est-ce que la démocratie, ce sont des institutions ou des procédures, comme parfois la vulgate du libéralisme dit, ou la démocratie, c'est plutôt la force de la société, sa capacité de s'automobiliser et s'auto-organiser. Alors là, maintenant, on dit que c'est quoi l'armée ukrainienne? C'est ça la société civile, parce que c'est pas l'armée 100% professionnelle. Il y a bien sûr, il reste
quelques pourcentages des gens professionnels, des gens militaires, mais la majorité, ce sont des civils, des anciens civils. C'est quoi la Miltech, la technologie militaire ukrainienne? Ce sont de petites entreprises, on parle de plusieurs mille des entreprises. Ce sont de petits business, moyens business. Parfois, on a visité des foyers de production de drones. Parfois, c'est juste une petite chambre dans laquelle les gens produisent des dizaines et des centaines de drones par jour. Donc, c'est-à-dire, oui, je pense que parfois on a cette impression de la société civile comme quoi c'est une critique de l'État, c'est un watchdog de l'État. Mais si on revient vers les origines, même du concept de société civile qui vient à John Locke, dans la tradition française, gens comme Montesquieu, on voit que finalement c'est la base de l'État. C'est grâce à la société civile que l'État peut se former. Et finalement, dans quelque sorte, quand l'État n'est pas si fort, il peut aider à l'État et pas seulement s'opposer à l'État. Ça, c'est vraiment une chose très distinctive, je trouve, du conflit en Ukraine et de l'écho qu'il peut avoir dans les sociétés occidentales, parce que en plus on le vit avec tous les moyens de communication en direct, ce qui est aussi nouveau par rapport à d'autres conflits. Un mot sur, vous parlez des enfants justement, c'est douloureux aussi, mais vous avez 3 enfants je crois, et vous avez décidé de rester. Qu'est-ce que eux vous transmettent de ces 4 ans? En fait, nous avons effectivement 3 filles, 17, 9 et 7 ans aujourd'hui, mais au début de la grande invasion, en février 2022, on avait une adolescente, une de 5 ans et une de 3 ans, donc elle était petite. Et donc, souvent, on se posait plusieurs questions évidemment se posent, en tant que parents. Est-ce qu'on les met en sécurité? Est-ce qu'on voyage? Est-ce qu'on les protège? Et comment on vit avec? Et donc, je dirais que durant toutes ces années-là, les enfants continuent à constituer une source de joie, de la stabilité et de l'équilibre. Et c'est très, très simplement pourquoi c'est comme ça? Parce que les enfants, en fait, d'une manière générale, ils sont des êtres qui s'adaptent d'une manière beaucoup plus rapide que les adultes. Vous posez les questions à nos enfants pour les coupures d'électricité, ils s'en fichent parce que ça les amuse qu'il y ait des bougies ou qu'il y ait des lampes au lieu d'électricité. Ça les dérange pas de monter au 9e étage à pied. Donc ils trouvent drôle qu'on peut faire de la patinoire avec un générateur. Donc ce qu'on fait d'ailleurs tous les samedis quand on est là. Donc ils vont à l'école. Ils ont évidemment toute la force de l'enfance. C'est-à-dire l'enfance, ça veut dire c'est une force première et tant d'énergie. Et au fond, on se dit, s'il n'y avait pas d'enfants qui rythment en fait le quotidien, on aurait plus de place pour des pensées un peu dépressives et pour des pensées, compliquées, alors que quand il y a des choses à faire, il faut les nourrir, il faut les éduquer, il faut les amener à l'école, il faut les récupérer de l'école, il faut qu'il y ait des cours de danse, il faut qu'il y ait des cours de musique, il faut qu'il y ait des mathématiques, etc. Donc nous faisons tout cela et nous les voyons grandir avec des grands sourires. Ce sont les enfants qui ressemblent à 100% des enfants qu'on croise ici à Paris. Donc il n'y a pas de beaucoup de différence. Évidemment, nous avons de la chance. Évidemment, si on prend le thème de l'enfance qui est présent dans le livre, il peut être très tragique aussi, parce que non seulement il y a les enfants tués, il y a des enfants blessés, il y a des enfants qui sont en occupation, il y a des enfants qui ne sont pas nés aussi. Et c'est ça une chose qu'on devrait parler et affronter, parce que les pères sont mobilisés, les mères sont en arrière, les mères sont souvent à l'étranger. Il y a évidemment, pour les familles, il y a très peu je citerai les statistiques. L'année 2024, c'est l'année record négatif en termes de naissance en Ukraine. Ce sont les conséquences de guerre. Donc, les enfants, évidemment, c'est l'avenir imputé, parce que les enfants, c'est le cœur même du problème de la guerre. Parce que si on fait la guerre de défense, c'est pour défendre notre avenir. Mais s'il n'y a pas d'enfants qui vont venir dans ce monde que nous sommes en train d'essayer de protéger, pourquoi tant de sacrifices? Il y a les paradoxes de cela.
en fait, il y a beaucoup de débats, d'ailleurs internes. Je regarde avec beaucoup d'intérêt les débats qui sont en cours. Comment faire de la sorte que après-guerre, s'il y en a un après-guerre, que les enfants reviennent. Comment faire de la sorte que la jeunesse qui est là actuellement dans nos écoles, sans chauffage, avec des coupures d'électricité, avec des alertes aériennes qui perturbent la scolarité. Comment faire de la sorte qu'ils ne profitent pas de possibilités de sortir à l'étranger, partir à l'étranger, etc. Comment faire de la sorte qu'ils restent. Il y a un débat sans finalité parce que personne n'en sait rien quand est-ce que la guerre sera terminée, mais je vois quelque chose de très sain et de très raisonnable dans les questions posées aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des gens, des sociologues, des pédagogues, des intellectuels qui se posent des questions aujourd'hui et comment on ne peut pas remédier à tous les maux, mais comment faire de la sorte de maximiser nos chances d'avoir une société saine après la guerre. Sans réponse, mais le fait que les questions soient posées, qu'on n'est pas bêtement dans le combat pour le combat, et que le combat ait le sens s'il y a une génération future, tout simplement. Il faut travailler comment faire les possibilités pour cette génération future. Juste pour conclure, vous avez déjà dit beaucoup de choses importantes. Pour conclure, qu'avez-vous envie de dire à nos lecteurs, aux citoyens français qui suivent depuis 4 ans, qui n'ont pas la lassitude des Ukrainiens, mais bien sûr, les priorités ne sont plus les mêmes aujourd'hui dans les sociétés occidentales. Même si, je dois dire, par rapport au travail de propagande russe avant l'invasion de 2022, je crois qu'il y a eu une grande découverte de l'Ukraine dans notre opinion publique et que ça, c'est un acquis qui reste, en fait. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos lecteurs français sur l'importance du combat que toute la société ukrainienne est encore en train de mener? Tatiana vient de commencer un autre livre et le titre est « Ceci n'est pas une guerre en Ukraine ». C'est un titre provisoire. Mais bien sûr, on se bat vraiment contre ce concept, la guerre en Ukraine. D'abord parce que les Ukrainiens frappent de façon très efficace la base de l'économie militaire russe. Donc bien sûr, c'est la guerre russo-ukrainienne. Mais aussi, c'est la guerre contre l'Europe. Parce que ce que la Russie poutinienne essaie de faire, c'est de fragmenter l'Europe, c'est de faire retourner un grand monde impérial, c'est de réimpérialiser le monde, c'est recoloniser le monde. Et dans ces situations, l'Europe, on voit aussi le défi des États-Unis, on voit le défi de la Chine. L'Europe doit faire face à un nouvel empire. Et dans cette situation, si vous êtes concentré sur vos petits pays, les pays de taille moyenne, vous allez perdre ce nouveau monde du XXIe siècle. Donc il faut bien sûr se consolider. Et dans ce cas, l'Ukraine n'est pas juste un petit voisin qui demande de l'assistance, de l'aide humanitaire. L'Ukraine est une puissance finalement. Asset, comment on dit asset? Un acquis, parce qu'il y a plusieurs choses que, disons, les Français savent faire mieux que les Ukrainiens, mais il y a plusieurs choses déjà que les Ukrainiens savent faire mieux que les Français ou que les Allemands. Et c'est pas seulement le côté technologique ou militaire, c'est aussi le côté de société civile, auto-organisation, une certaine flexibilité, une certaine souplesse dans les procédures, une certaine vitesse pour réagir, parce que la vitesse est très importante dans le monde actuel. Donc, et c'est pour ça que je dis pour des Français, pour vos éditeurs, pour vos lecteurs, c'est que c'est pas une guerre en Ukraine, c'est beaucoup plus large. Toute l'Europe est en danger. Il faut se consolider. Vous êtes forts, nous sommes forts ensemble. Nous sommes beaucoup plus forts économiquement, intellectuellement, technologiquement que la Russie. Donc, il faut croire en soi-même, parce que l'Ukraine, malgré tout ça, elle croit en soi-même. L'Europe ne croit plus à soi-même, et c'est ça un problème. Donc c'est toujours un problème intérieur, toujours un problème existentiel, psychologique, psychanalytique. Voilà.
J'ajouterais juste une phrase que, comme vos lecteurs ils sont en Bretagne, plusieurs sont en Bretagne, on voudra remercier les marins bretons pour les tonnes de filets marins bretons qui ont été livrés en Ukraine et qui protègent actuellement des dizaines de kilomètres de route près de la ligne du front contre les petits drones FPV. Et West France, comme journal, a évidemment aussi soutenu notre action pour des voitures. Il y a toute une voiture d'évacuation qui a été achetée grâce à l'association West France en 2024. Tatiana Garkova et Volodymyr Yermolenko, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Merci.